Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur Weli TV dans votre journal hebdomadaire. Tout de suite les titres. La Korité, fête marquant la fin du Ramadan, a été célébrée majoritairement ce lundi 2 mai 2022 à Tambacounda. Cette tendance semble se confirmer dans la grande majorité des pays musulmans ou qui comptent une majorité de musulmans. Nous y reviendrons dans cette édition. La question de l'éducation et ses thématiques a réuni l'inspection académique de Tambacounda, la gouvernance et les acteurs du secteur pour faire une évaluation d'indicateurs afin de mieux se préparer à d'autres défis et alternatives. La précision dans cette édition. Toujours dans cette édition, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD prépare le 5e recensement général de la population et de l'habitat prévu en 2023. La chronique de ce semaine mettra fin à cette édition. Tout de suite le développement. Comme annoncé dans les titres, la fête de la Korité a été célébrée ce lundi 2 mai au quartier Salikeñe par la majorité des musulmans. L'imam est revenu sur l'importance de cette cérémonie en faisant un appel de paix et de solidarité. Les autorités ont aussi saisi cette occasion pour rassurer la population quant à leur direction. Nous suivons ce reportage de Moussa Ndiaye. La prière de la fête de Korité a été célébrée majoritairement à Tambacounda ce lundi 2 mai 2022 au quartier Salikeñe qui a compté beaucoup de fidèles et d'autorités de la région. La solidarité, la paix et la cohésion sociale sont autant de sujets sur lesquels l'imam s'est prononcé. C'est Dieu qui donne et qui reprend. Il ne faut jamais montrer un sentiment de méchanceté envers son prochain, car c'est lui qui décide. À cette occasion, le président du conseil départemental, Mamadou Kassé, est revenu sur le discours du président de la République pour le magnifier en tirant sur son intérêt pour la région de Tambacounda. Un sentiment de grande fierté à entendre le discours du chef de l'État sur des questions aussi essentielles que les questions de sécurité. Et cela nous intéresse au premier chef parce que nous sommes des Tambacoundois. Nous faisons frontière avec, directement ou indirectement avec 5 pays. Donc il est normal et naturel que nous soyons sensibles à ces appels à la paix, ce qui a été d'ailleurs la nature du chef de l'État depuis. Parce qu'effectivement, non seulement il ne parle que de paix, mais il n'oublie pas également de renforcer ce qui est notre sécurité et également notre armée. En marge de cette célébration, le maire de la région, Papa Banda Dièye, quant à lui, formulait des vœux et fait des prières à l'endroit de tout un chacun. Aujourd'hui, nous sommes là, nous avons jeûné ensemble, nous avons prié ensemble. Donc, nous rendons aussi hommage aux guides religieux de la commune de Tamba. Dans ce sens, nous prions aussi que Dieu exauce nos prières, nous accompagne, nous protège et nous guide sur de bonnes actions. Nous implorons Dieu aussi qu'il nous ramène la paix dans le monde parce que aujourd'hui, nous, en tant que pays sous-développé, nous sommes en train de subir cette crise. Dans ce sens, je pense que nous prions aussi également à Dieu de nous donner un bon hivernage pour que vraiment, parce que nous sommes un pays agricole, pour que vraiment nous puissions produire suffisamment pour vraiment faire face à cette crise. En perspective des prochaines recommandations de la revue académique, tous les acteurs de l'éducation concernés de la région de Tambacounda se sont retrouvés pour faire suivi et évaluation d'activités précédentes. Une occasion à laquelle des perspectives pertinentes ont été ouvertes pour répondre adéquatement aux interrogations éducatives. Un reportage signé Gora Ndiaye et El Hadj Ousmane Tandjigora. L'inspecteur d'académie de Tambacounda, Babacar Diak, est revenu sur l'importance de leur rencontre. L'objectif de la revue, c'est de permettre aux différents acteurs, en tout cas qui interviennent dans le secteur de l'éducation au niveau régional, de se réunir et de réfléchir sur la mise en œuvre des différentes activités inscrites sur le PTA de l'année précédente. Donc il s'agissait juste d'analyser ces indicateurs, de mettre en exergue les points de réussite
mais aussi d'identifier les difficultés et de faire des recommandations pour l'année prochaine. Pour montrer l'intérêt que portent les indicateurs sur la question de l'éducation et présenter un bilan détaillé de l'état des constructions scolaires. Pour les constructions scolaires, donc la première phase du programme de remplacement des abris provisoires est achevée. Les classes ont été réceptionnées. Maintenant, la deuxième phase est lancée. Mais il se trouve qu'il y a des constructions inachevées dans les établissements. L'état des lieux a été fait par le ministère et nous attendons d'un moment à l'autre le démarrage des travaux de réhabilitation ou bien d'achèvement de ces constructions-là. Néanmoins, il ne s'est pas passé de mettre à nu les difficultés rencontrées lors de leur évaluation. Les difficultés, c'est essentiellement peut-être la faiblesse du taux de préscolarisation, mais aussi la faiblesse du taux de scolarisation, bien qu'il y ait vraiment une nette croissance. Bon, il y a aussi des problèmes liés au manque de logistique pour la formation des enseignants. Il y a aussi d'autres difficultés liées au départ massif des enseignants à chaque fin d'année. Donc tout cela constitue des difficultés qui peuvent impacter un peu négativement nos performances, mais de façon générale, il y a une satisfaction parce que la plupart des indicateurs ont favorablement évolué. L'adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda, Salmon Fall, quant à lui, montre sa satisfaction sur le travail qui a été abattu par l'académie. Une appréciation positive sur le travail qui a été abattu par l'académie par rapport aux recommandations, au suivi des recommandations de la revue de 2021. Donc on a constaté une amélioration sur pas mal d'indicateurs, même si parfois les cibles ne sont pas atteintes. Mais nous avons enregistré des bons conséquents qui dénotent de la vitalité, de la prise en charge de la question de l'enseignement, en général de la formation au niveau de Tambacounda. Il a par ailleurs souligné quelques recommandations à tenir en compte pour réussir le défi de la scolarisation. Plusieurs recommandations, comme cela, en fait, comme il est apparu lors des discussions, et les recommandations fortes, c'est de faire en sorte que le taux de préscolarisation au niveau du préscolaire, le taux soit véritablement amélioré, parce que le constat est qu'au niveau de Tambacounda, voilà, ce taux est assez faible. Donc faire en sorte que véritablement de rehausser le taux pour la prise en charge de cette question qui concerne la petite enfance. Heureusement qu'il y a des projets et des programmes de l'État qui viennent en appoint, comme le PIPA-DHS, et à coup sûr, on a bon espoir pour que ce taux puisse être revu à la hausse. En prélude du prochain recensement prévu entre mai et juin 2023, le service régional de la statistique et de la démographie de Tambacounda a tenu une rencontre en comité régional de développement CRD le vendredi 22 avril à la préfecture, dans le but d'échanger sur la cartographie censitaire, une activité qui nécessite la mobilisation des services décentrés et de tous ceux de l'État et qui demande également une forte mobilisation de ressources humaines. Suivons ce reportage de Memouna. La cartographie censitaire occupe une place déterminante dans le processus de mise en œuvre du recensement. C'est d'elle que dépendent l'organisation et l'exhaustivité du dénombrement de la population à travers le découpage du territoire en sections d'énumération qui seront attribuées aux agents. Néanmoins, elle reste aussi un moyen de se rapprocher de la population. L'importance, n'est-ce pas, de cette rencontre s'articule autour de la sensibilisation, la mise à niveau et le partage d'informations sur la cartographie censitaire. Alors, on est en train de tenir des comités départementaux de développement, mais par la suite, nous aurons à tenir des CLD. Tout ça, n'est-ce pas, pour se rapprocher de la population, des autorités, dans le cadre de la mise en œuvre de la cartographie censitaire. La structure par âge, n'est-ce pas, de la population change surtout au minimum tous les 10 ans.
Donc l'intervalle intersensitaire 10 ans, c'est bon. Parce que souvent, même quand vous faites tous les 2 ans, alors vous allez aboutir très souvent au même résultat. Donc pour que la structure par âge change complètement, il faut un minimum 10 ans. D'où l'impératif, n'est-ce pas, de faire ce recensement, n'est-ce pas, tous les 10 ans. Parce que n'oublions pas qu'au sein des Nations Unies, il y a une division des statistiques. Le recensement demande également une forte mobilisation de ressources humaines. En ce sens, il devient un secteur générateur d'emplois pour les jeunes. Durant tout le processus, parce que quand vous regardez, n'est-ce pas, le nombre d'agents recenseurs dont on va recruter, donc c'est presque plus de 1500. Donc parallèlement, donc, ce sera des jeunes qui seront recrutés à tous les niveaux. En bas, ça tourne autour de 1628 agents recenseurs qu'on a prévu de recruter. Pour le dénombrement, ça c'est pour le dénombrement proprement. Le recensement est prévu entre mai et juin 2023. Mais au moment où je vous parle, je peux dire qu'on est dans le recensement, puisque c'est un processus, c'est des phases, il y a 6 phases clés. Donc à chaque niveau, il y a des activités, n'est-ce pas, spécifiques que nous déroulons. Alors, les critères seront définis incessamment, n'est-ce pas, et même les radios, n'est-ce pas, on va vous couper pour une large médiatisation, une large communication. Pardon. Merci beaucoup à Memounania. La première édition du Ndogu islamo-chrétien s'est bien déroulée. La jeunesse sidikiste du quartier Medina Koura s'est exprimée sous la voix du chargé de mission politique du ministre Sidik Kaba, Maha Diarisso, pour montrer sa satisfaction et remercier toutes celles et ceux qui ont eu à participer de la manière qu'il soit à ces activités du mois de Ramadan. Il est au micro de Weli TV. Parmi Sidikis de Medina Koura est très content du ministre à partir de ses recommandations pour les 3 P pour le Ramadan. Cela veut dire que la piété, le pardon et le partage. Et voilà, on est à cette 3e phase qui est le partage. Et aussi à la 3e édition, après le Ndogu organisé par le jeune dynamique Moussa Signaté pour le dialogue pour les musulmans et les chrétiens. Et la 2e édition s'est passée avec la battante, la lionne de M. Sidik Kaba Saneba. La 3e phase se situe comme ça, on est comme ça à Medina Koura devant chez Diarisso, parce que depuis 18 h, ces dynamiques jeunes et les femmes sont en train de faire les porte-à-porte pour donner un don de solidarité au nom du ministre. Cela veut dire que de l'oignon à des familles à Medina Koura. Donc ce geste est très important que nous, le point focal, on remercie Moussa Signaté et l'ensemble des responsables qui sont avec lui sur le terrain depuis le mois de Ramadan. Place à l'actualité internationale et c'est la fête de Elhadj Ousmane Tandjigora. Bonjour Elhadj. Bonjour Tako. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'actualité internationale? Voilà ce qu'on peut retenir de l'actualité internationale. Mali, le président du Togo, accepte d'être le médiateur dans la crise politique au moment où la junte militaire est l'objet de pression pour rétablir un régime civil. Faure Gnassingbé se pose en facilitateur du dialogue. Au cours des dernières semaines, des attaques meurtrières ont été perpétrées en Israël et de violents heurts ont opposé des Palestiniens et des policiers israéliens. La banque russe par laquelle transitent les paiements occidentaux pour les achats de gaz est la principale pompe à devise du régime. Voilà, Tako, ce qu'on peut retenir de l'actualité internationale. Merci beaucoup, Elhadj. La chronique de ce semaine mettra focus sur l'affaire des filles porte-à-porte à Dubaï. Les détails avec Elhadj Ousmane Tandjigora. Depuis quelques jours, des vidéos et des images malsaines défilent sur les réseaux sociaux, montrant des scènes choquantes et des orgies mettant à nu des prétendues influenceuses qui disent se rendre à Dubaï pour des affaires. Il s'agit de l'un des plus gros scandales sexuels actuels. Porta-potty, un terme désignant des toilettes portables qui met en avant un réseau de prostitution où les initiés se livrent à des pratiques sexuelles mêlant scatophilie et zoophilie. Cela a pris effet à travers la diffusion de vidéos fortement déconseillées aux âmes sensibles. D'images qui montrent des filles mangeant des excréments humains ou laissant leur partenaire leur déféquer dans la bouche pour de l'argent. Juste inimaginable.
mais pas incroyable dans le contexte mondial actuel. C'est surtout avec un cœur meurtri que le quotidien a appris ses sales besognes. Les influenceuses porte-à-porte se cachaient pour se rendre à Dubaï pour accomplir leur sale tâche en compagnie de richissimes personnalités. Loin d'être amusant, les confidences de nos sœurs africaines se réclamant influenceuses de haut niveau, devenues presque des objets sexuels dans ce pays, laissant percevoir l'ampleur de ce phénomène honteux et l'enfer qu'elles y vivent. À en croire certains d'entre elles, il s'agirait d'un réseau très secret, où certaines ont déjà perdu la vie et certaines portées disparues jusqu'à ce jour, et où les baronnes chargées des recrutements des Africains resteraient sous la totale discrétion. D'autres même revendiquant avoir été victimes disent vouloir se lâcher pour soulager leur conscience et ne pas mourir avec ce qu'ils qualifient de lourd fardeau, selon les fortunes diverses, innommables qu'ils auraient subies. Une chose est sûre, les dérives de l'être humain gagnent de plus en plus du terrain. Vivement que des autorités compétentes des pays africains ou au niveau de Dubaï se saisissent de ce dossier en vue de l'élucider, car une bonne frange de la jeunesse prend pour exemple ou idole ces influenceuses dont la morale et la dignité ont quitté leur âme. Mesdames et messieurs, voilà ce qui met fin à cette édition. Merci à l'équipe technique. À la semaine prochaine.